Hello, toi qui passes par là. Donc, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine, un bon week-end et que les épisodes que je t'ai sortis la semaine dernière t'ont plu. On a abordé plusieurs sujets la semaine dernière. Donc, on a abordé, il me semble, c'était l'endométriose et la vie professionnelle. Et il y avait aussi un autre sujet. Non pas que je me rappelle pas, mais je vous avoue, ma mémoire parfois me fait défaut. Attendez que je reprenne l'historique. Voilà, donc c'était endométriose et vie pro. Et l'autre épisode, c'était être le capitaine de son propre navire. Et donc on a abordé plusieurs sujets plutôt intéressants, dont celui d'avoir une responsabilité envers son propre corps et de, comment dire, ne pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Mais vous me direz, ça paraît logique. Ce que je voulais dire par là dans cet épisode, c'est de ne pas attendre que notre état de santé soit, comment dire, dans un état grave pour s'intéresser à notre état et à justement prendre rendez-vous avec un médecin. Voilà, bref. J'ai parlé de d'autres sujets, enfin, c'était quand même assez intéressant comme épisode. Hem, D'autres s'y retrouveront, d'autres pas et honnêtement, si ça vous plaît, tant mieux. Après, comme dans tout, il y a des choses à prendre et à laisser selon vos croyances, selon comment est-ce que vous voyez la vie, voilà. Mais, en tout cas, aujourd'hui, moi, je vous partage, mon point de vue sur certaines choses, voilà. Donc le thème du jour, ceci étant dit, le thème du jour, qu'est-ce que c'est? Alors le thème du jour, il s'agit donc de l'endométriose et de la santé mentale. Quel impact a l'endométriose sur la santé mentale? Donc aujourd'hui, donc il y a pas mal d'études qui ont été publiées par l'INSERM qui montrent que l'endométriose ou que le stress que crée l'endométriose dans l'organisme peut provoquer à terme donc du stress oxydatif. Et donc ce stress oxydatif, comme vous le savez, n'est pas forcément bon pour le corps. Lorsqu'on a atteint l'endométriose, on a souvent des pics d'anxiété. Donc quand on a de très très grosses douleurs, cela peut faire monter notre taux de stress dans le corps et je sais pas comment vous expliquer. J'essaye de réfléchir. Mmh, attendez, je bois juste une petite gorgée de café, ça va peut-être me remettre les idées en place. Mmh. En fait, hem, ce qui est sûr, c'est que, quand on a atteint d'endométriose ou même pas forcément d'endométriose, parce que je parle beaucoup d'endométriose sur ce podcast, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Mais c'est vrai que, ça concerne toutes les pathologies, hem donc visible, invisible, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que, même si je parle d'endométriose, ici, ça peut concerner d'autres sujets. C'est-à-dire que, les personnes qui n'ont pas forcément cette maladie, je pense, pourront se reconnaître, dans dans cette, heu, dans cette thématique-là. Voilà. Donc ce qui revient souvent quand on parle d'endométriose, quand on parle d'adénomiose, de SOPK aussi, ce sont, du coup, on parle beaucoup des douleurs. Donc des douleurs de règles, des traitements donc, à savoir que toutes ces pathologies féminines, donc que ce soit endométriose, adénomiose, SOPK et plus particulièrement l'adénomiose et le SOPK, ce sont des traitements dits symptomatiques. Je vous explique. Bah alors? Je vous explique. Quand on est atteint d'adénomiose, la chose qui est totalement différente avec avec une endométriose, pardon, c'est que c'est une maladie qui ne peut pas être opérée. C'est-à-dire il y a des traitements possibles, tels que l'injection de botox dans l'utérus, la cautérisation,
de l'endomètre, mais ça, du coup, ce genre de traitement est rarement proposé aux femmes qui veulent avoir des enfants, car ça peut altérer la conception à terme. Pas toujours, mais il est vrai que par moment, cela peut engendrer du coup des problèmes liés à un projet bébé plus tard. Et du coup, auquel cas, la dernière, je dirais, solution, la dernière alternative, dans le cas de l'adénomiose, je tiens à le préciser, pas de l'endométriose, parce que même dans tous les cas, en cas d'adénomiose juste seule, c'est pas ça qui va régler le problème en soi. C'est-à-dire qu'on peut le faire, ça peut améliorer les symptômes un temps et un jour, on ne sait pas pourquoi, mais du coup, la patiente se retrouve avec des douleurs inexpliquées. Bref, je vais y venir. C'est le retrait de l'utérus. Donc, et du coup, le fait de retirer l'utérus, pour une femme de 30 ans, c'est pas possible. Il faut attendre un certain âge, potentiellement avoir eu des enfants, avoir eu le souhait d'avoir des enfants, peu importe. Et si demain vous décidez de passer par là, il faut savoir qu'il y a un parcours qui est assez long. C'est-à-dire que les médecins vous laissent 6 mois pour réfléchir à cette éventualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites au médecin, ok, d'accord, je veux, il vous donne un délai à peu près de 6 mois pour réfléchir à, à ce projet de retrait d'utérus. Donc, ce que j'essayais de dire par là, c'est que même comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les médecins vous retirent l'utérus, si vous le retirent jeune, et même si vous le retirez à 40 ans, ils vous retirent seulement l'utérus. C'est-à-dire qu'ils vont pas vous enlever les ovaires aussi. Parce que le problème, c'est que si vous enlèvent les ovaires, vous ne produirez plus d'oestrogène. Et le fait de ne plus produire d'oestrogène tôt, on va dire dans l'âge, genre à 30, 40, cela peut créer du coup des ménopauses précoces et des problèmes in fine plus tard, parfois graves, que j'ai pas forcément en tête là, comme ça de but en blanc. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que voilà, entre guillemets, la solution chirurgicale pour la dénomiose. La solution, ouais, voilà, clairement chirurgicale pour la dénomiose. Après, il y a d'autres choses, comme j'ai dit, l'injection de Botox dans l'utérus, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais ça, pour le coup, il faut essayer. Et du coup, d'autres solutions, et auquel cas, passer par un traitement hormonal et avoir une pilule en continu. C'est également la même chose pour le SOPK. C'est-à-dire que pour le syndrome des ovaires polykystiques, il me semble, si mes souvenirs sont bons, il y a une intervention chirurgicale qui existe pour retirer les follicules en trop. Mais je me souviens plus, je l'ai plus en tête. Je ne l'ai plus en tête. Ça s'appelle comme le. Est-ce que c'est le drilling? Je ne sais plus. Attendez, je vais regarder. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire ça. Euh, Je regarde juste sur mon téléphone. Ah bah oui, c'est bien ça. Et oui, c'est bien ça. Alors, ça s'appelle le drilling ovarien. Donc, en quoi ça consiste? Que nous dit le site Deuxième Avis? Hum, hum, Alors, qu'est-ce qu'un drilling ovarien? Un drilling ovarien est une opération chirurgicale pratiquée pour les traitements de l'infertilité liés au syndrome des ovaires polykystiques. L'intervention se fait par voie mini-invasive, donc une, c'est une cystoscopie, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire des petites incisions, ils vont rentrer comme des longues tiges pour éviter d'ouvrir en fait, et ils vont faire l'opération comme ça. Euh, En quoi ça consiste? Euh, alors, le but est de perforer l'ovaire pour restaurer le fonctionnement dans le cas d'une infertilité par absence d'ovulation. Ok. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que le drilling ovarien, c'est une solution dite alternative qui va permettre de maximiser les chances de grossesse spontanée en cas du coup d'infertilité liée au SOPK. Ça permet du coup à ces femmes souffrant d'infertilité de tomber enceinte enfin, le pourcentage c'est 50%. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce traitement, il y a des avantages, mais c'est pas non plus le truc qui va, je pense, enfin, qui va être proposé dans un premier temps. C'est-à-dire que il y a des patientes qui, honnêtement, ne sont pas forcément pour, et ce que je peux comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites un drilling ovarien, il y a des risques d'apparition d'adhérence, donc d'adhérence pelvienne, comme pour une endométriose. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et comme on dit, chaque intervention médicale présente des risques, et c'est important d'en discuter avec son médecin. Voilà, je suis vraiment désolée pour cette introduction hyper longue. Enfin, c'était une intro, un peu explication scientifique sur tout ça. Et aussi, je voulais vous rajouter, du coup, bah, le pan endométriose. Donc, du coup, ça va être encore un peu long. Donc, du coup, le côté endométriose, en fait, aujourd'hui, les médecins opèrent de moins en moins les patientes car il y a chez des patientes chez qui le bénéfice-risque n'est pas, comment dire, euh, n'est pas aussi important. C'est-à-dire que même si on va opérer la patiente, ça ne va pas améliorer ses douleurs parce qu'on sait que cette patiente a des douleurs chroniques sévères et que du coup, cette patiente n'est pas, entre guillemets, en état de supporter une opération. Et ça, c'est le médecin qui juge si c'est OK ou pas OK. Ça, je tiens à le dire. Deuxième chose, euh, il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des IRM d'endométriose, beaucoup de patientes se retrouvent par avoir des réponses de on ne voit rien aux imageries, on ne voit rien ici, on ne voit rien ici. La chose importante à savoir, c'est que même si on ne voit rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'endométriose. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui avaient du coup ce discours-là fut un temps, elles se sont fait opérer et il s'avérait que c'était un carnage monstre à l'intérieur. Donc je dis pas ça pour vous faire peur, je dis juste ça pour vous donner de l'espoir dans le sens où c'est pas parce que le médecin que vous voyez vous dit, Madame, on ne voit rien aux imageries, que vous n'avez rien. Et ça, c'est très important de l'intégrer et de se dire que même si aujourd'hui les médecins n'arrivent pas à savoir où se trouve mon endométriose, cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'endométriose. À savoir que il y a un type d'endométriose qui est difficilement visible aux imageries, c'est l'endométriose dite superficielle. En fait, c'est des fragments en fait d'endométriose qui vont venir se placer en fait dans la membrane qui entoure les organes. Donc ça s'appelle comment déjà? Le péritoine. Voilà, ça va se poser sur le péritoine. Et du coup, ça va faire des petits points par-ci par-là et ça va pas forcément toujours se voir. À savoir que également, ce que je peux vous dire aussi, si vraiment ça vous intéresse et si vraiment c'est un sujet qui vous passionne, euh, je connais une personne qui a fait un livre super intéressant. Donc c'est Marie-Rose Gallès. Je vais vous donner le livre. Attendez le titre du livre. Je l'ai lu moi il y a quelques années et ça m'avait beaucoup appris sur l'endométriose et sur toutes les choses que l'on ne sait pas forcément euh, ou qu'on n'a pas forcément, comment dire, en France. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors attendez, est-ce que c'est lui? Donc elle a sorti combien de livres? Elle en a sorti pas mal, hein. Hmm. Donc on a Endo et Sexo, donc ça parle de l'endométriose et de la sexualité. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah voilà. Donc le livre en question, c'est Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Et donc c'est un livre qui est très enrichissant.
où il y a énormément de sources. Honnêtement, moi, il m'a beaucoup aidé. Dans ce livre, Marie-Rose nous explique qu'en fait, il y a différents types de lésions, différents types de couleurs de lésions qu'on ne voit pas forcément aux IRM. C'est-à-dire que il y a des lésions qui sont dites vieilles, entre guillemets, qui sont blanches en fait aux imageries. Enfin, qui sont blanches pardon, quand les médecins nous opèrent, du coup. Et donc, ces lésions apparaissent blanches et pas, entre guillemets, rougeâtres, marron. Euh, donc, voilà. Voilà. Si jamais vous êtes maman, par exemple, que vous avez une ado et que vous vous posez des questions, elle a sorti un livre aussi qui est pas mal. C'est Endométriose, Attendez. Endométriose, pose tes questions. Voilà, c'est ça. Endométriose, pose tes questions. Et le titre, donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'endométriose. Et il me semble que dans ce livre, il y a à peu près une vingtaine de questions que je pense toute femme se pose lorsqu'elle a un diagnostic, ou même, je dirais, toute adolescente se pose. Voilà. Donc, je pense que pour ces explications-là, entre guillemets, je pense que j'ai fait le tour et et que je vous ai, entre guillemets, un peu tout expliqué. Bon, là, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Ça fait une intro hyper longue, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, donc là où est-ce que je voulais en venir de par toutes ces explications, c'est que l'endométriose, c'est une maladie qui touche le corps. Donc, qui vient créer un désordre dans le corps. Donc ça va venir en fait créer de l'inflammation, du stress, de par les douleurs, parce que quand on a mal, on n'est pas bien et on est souvent stressé. Et on a comme la sensation d'avoir la pression qui monte. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une sensation très très bizarre. Et, euh, et c'est vrai que pendant très 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 longtemps, aujourd'hui c'est plus le cas, les médecins l'ont intégré, ça c'est bien, et même les thérapeutes l'ont intégré. Euh, euh, L'endométriose touche la santé mentale. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est atteint d'endométriose, ben, du coup, il faut anticiper absolument tout. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, moi là, je suis chez ma pote, j'ai dû me dire, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends cette couleur de pantalon, cette couleur de trucs, machin, machin. Et pour vous dire, j'ai oublié plein de trucs, c'est-à-dire que j'ai fait mes affaires et que j'ai oublié plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on en vient, ben, pour le coup, à anticiper nos déplacements. Donc, savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre, comment est-ce qu'on va s'organiser, anticiper une crise. Donc, on se dit, bon, ok, donc là, ça va, j'ai pas trop mal. J'espère ne pas avoir mal dans 2 heures, 3 heures. Pour le coup, là, on est dehors, hein. Quand je vous dis ça, on est dehors, hein. Également aussi, ce qu'il faut faire, c'est, enfin, ce qu'on fait beaucoup, les femmes atteintes d'endométriose ou de maladies chroniques en soi, c'est anticiper toutes les sorties. C'est-à-dire que lorsqu'on est atteinte d'endométriose, on anticipe tout. Donc les sorties, les déplacements. Est-ce que si je vais à tel endroit, j'aurai un accès toilette pour pouvoir y aller et être à l'aise pour pour me changer, ou si j'ai une envie pressante et tout. Il faut aussi également anticiper les trajets, c'est-à-dire que anticiper bah, du coup les trajets en bus, en voiture, faire ci, faire ça. Et donc, euh, et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en vient à anticiper absolument tout. Anticiper si notre corps, bah, il va nous laisser tranquille, clairement. Si aujourd'hui ça va être OK ou si ça va pas être OK. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait à, à se dire, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Et c'est vrai que, comment dire, bah, à force d'être tout le temps dans l'anticipation extrême, parce que c'est ça en fait, euh, notre cerveau, en fait, il est constamment en alerte. Et ça, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent.
chez qui, enfin, lorsque je discute avec des femmes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez courant de se dire, bon, bah, en fait, là, je dois sortir et du coup, il faut anticiper s'il y a ça ou ça ou ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment commun, en fait, chez les personnes atteintes de maladies chroniques en soi. Et c'est vrai que parfois, même quand la douleur est un peu plus calme, ben en fait, mentalement, on est juste épuisé. Pourquoi, vous allez me dire? Bah parce qu'en fait, on a eu une insomnie la veille et du coup, on n'a pas dormi depuis 2 jours parce qu'on a fait des crises non-stop en plein milieu de la nuit. Pour vous dire, moi, hier soir, j'ai dormi à 2 heures du matin. J'ai été réveillée à 4 heures du matin parce que j'avais des douleurs dans le bas du ventre et que les douleurs que j'ai ressenties donc cette nuit étaient juste horribles. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile cette nuit, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je vous reprends un peu à la volée, parce qu'en fait, ça a coupé et du coup, bah, la phrase s'est coupée en plein milieu. Mais bon, c'est pas bien grave. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus trop où est-ce que j'en étais dans, dans tout ce que je vous ai dit. Mais concrètement, en fait, ce que j'essayais de vous dire donc par rapport à ça, donc par rapport à cet épisode, c'est qu'en fait, attendez, je me perds là. Et où je me perds? Je me perds dans mes propos. Je me perds. Euh, In fine, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que hier soir, j'ai fait une crise d'endométriose et que donc j'avais bien bien mal cette nuit. Euh, et donc, ce que je disais, c'est que le fait d'être malade, en fait, ça nous pousse en fait à tout anticiper. Donc, que ce soit les sorties, un trajet, la vie quotidienne. Et parfois, même quand du coup notre douleur est un petit peu plus calme, mais en fait, mentalement, malgré tout, on reste fatigué. La preuve, j'arrive plus à réfléchir correctement. En fait, c'est comme si notre corps, il avait appris à ne jamais, pardon, se détendre complètement. Et en fait, il y a une sorte de, je vais pas dire culpabilité, mais on se sent quand même plutôt ralenti parfois. Et du coup, ou peut-être parfois on écourte un peu des sorties entre amis parce que on est un peu plus fatigué et tout. Et eux, peut-être qu'ils sont pas forcément au courant et tout. Donc bon, après, ils comprennent et tout et c'est ok. Mais c'est vrai que toutes ces choses, euh, le fait d'annuler, de raccourcir des sorties, de manquer des moments avec ses proches, de pas réussir à faire autant de choses euh, qu'on le voudrait. Avec le temps, en fait, ça peut vraiment jouer sur l'estime de soi. Euh, et en fait, si vous voulez, ben, concrètement, l'endométriose peut aussi créer vraiment un sentiment, pardon, j'ai mélangé deux mots, un sentiment de solitude assez, je vais pas dire extrême, mais presque. Parce qu'en fait, il y a les douleurs qu'on peut pas vraiment expliquer, il y a les moments de fatigue invisibles qu'on voit pas forcément, il y a des moments aussi qu'on garde pour soi parce que du coup, on, on veut aussi un petit peu se préserver, ne pas forcément je dirais déranger et puis c'est ce truc de se dire mais en fait t'as l'impression d'être la meuf relou alors que pas du tout c'est juste que ton corps il réagit pas comme tout le monde et bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, et c'est vrai que je trouve qu'on parle pas assez de la charge mentale médicale aussi, dans le sens où on a tout un tas d'examens à faire, donc que ce soit des IRM, pour certaines, des échographies ou des parcours PMA ou des parcours de préservation d'ovocytes, peu importe en fait, tout ce qui est examen médicaux, même en soi aller voir un médecin qui nous ausculte ou bien aller voir bah ouais, un gynéco, clairement. Tout ça, c'est un peu une charge mentale assez intense avec les rendez-vous, les traitements à tester, les moments où on finit bah, du coup par douter de soi, parce qu'en fait, on a l'impression que notre douleur est constamment
doit constamment, pardon, être justifié, il doit toujours avoir une raison derrière. Et c'est vrai qu'à force, ça épuise mentalement, et donc du coup, c'est pas vraiment facile aussi à vivre. Hem et du coup, tout ça fait que toutes ces choses, l'une mise en face de l'autre, enfin mise à côté de l'autre, font que, on est très, très fatigué, et que notre santé mentale joue un impact entre guillemets, je vais pas dire majeur, mais notre santé mentale, est impactée par tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est le truc, de se dire: «Bon, ben, je vais continuer de travailler, de sortir, de sourire, de répondre que ça va», alors qu'en réalité, bah, en fait, on est juste épuisé, clairement. Et je pense que vraiment aujourd'hui oups, ma tablette est tombée. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est important, de rappeler que souffrir mentalement à cause d'une maladie chronique ne veut pas, pardon, dire qu'on est une personne faible. C'est une réaction humaine face à quelque chose de lourd à porter au quotidien. Et je crois qu'on mérite aussi de prendre soin de notre santé mentale autant que de notre corps, sans culpabiliser, sans avoir ce sentiment d'être trop, parce qu'au final, c'est pas le cas, sans minimiser ce qu'on vit au quotidien. Et surtout, alors non, c'est pas le moment là. On m'appelle. On m'appelle, mais c'est pas le moment là. Je répondrai plus tard. Je disais donc qu'il faut aussi se dire que toutes ces choses, ben en fait, elles sont normales et ça fait partie de la vie et en aucun cas, en fait, il faut culpabiliser. Donc voilà. Alors si toi aussi, enfin si toi qui écoutes ce podcast, tu te reconnais dans certaines de ces choses, sache que tu es pas seul et qu'on est plein à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Et si jamais tu ressens le besoin d'en parler sur Instagram, n'hésite pas à venir me voir. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi et d'avoir un petit peu ton avis sur l'épisode en question. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi, passe une bonne semaine et on se retrouve très vite pour le prochain épisode du journal d'Anissa. Je te dis à bientôt, une bonne journée, un bon week-end et n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Donc le compte Instagram c'est @Anissa, tiré du bas, le journal d'Anissa tout attaché. Et je t'invite à venir me suivre et à surtout, si le podcast t'intéresse et si ça te plaît, à venir t'abonner sur le podcast et à mettre un petit commentaire, un petit like sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et du coup, bah, à venir me donner un peu ton avis sur Instagram. Je te fais de gros bisous. Bye!